Et si un moment de ton passé, que tu pensais oublier, était en réalité la clé de ton destin? Et si, à 20 ans, quelque chose t'était arrivé, non pas par hasard, mais comme un signe silencieux, enfoui en toi, attendant le bon moment pour être révélé? Dans certaines traditions spirituelles profondes, il est dit qu'un jour, une rencontre aura lieu. Une rencontre troublante, presque irréelle, où un homme mystérieux dira au mardi « Souviens-toi de ce qui t'est arrivé quand tu avais 20 ans ». Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour invoquer la paix et la guidance. Qu'Allah nous éclaire, purifie nos intentions et nous rapproche de la vérité cachée derrière les apparences. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la compréhension et fais de nous des témoins sincères de ta sagesse. Et si tu fais partie de ceux qui ressentent que ces sujets ne sont pas anodins, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Que tu sois en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada, cette chaîne est aussi pour toi. Rejoins une communauté qui cherche à comprendre, au-delà du visible. Le passé qui ne disparaît jamais. Il y a des instants dans une vie qui passent presque inaperçus. Des moments qui ne font pas de bruit, pas d'annonce, pas de signe visible qui dirait « Attention, ceci est important ». Et pourtant, ce sont souvent ces moments-là qui façonnent silencieusement le destin. À 20 ans, l'être humain est à un carrefour étrange, ni totalement inconscient, ni encore pleinement éveillé. C'est un âge où l'on croit comprendre le monde, alors qu'en réalité, on ne fait que commencer à le ressentir. C'est un âge où les émotions sont brutes, intenses, parfois incontrôlables, où chaque expérience laisse une trace plus profonde qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour cela que certains événements qui surviennent à cet âge ne sont pas comme les autres. Ils ne ressemblent pas à des signes. Ils ne ressemblent pas à des réponses. Ils ressemblent à des énigmes. Une rencontre qui semble anodine, mais dont le regard te poursuit encore des années après. Une situation qui t'a mis face à une peur que tu ne savais même pas porter en toi. Un moment où tout s'est arrêté, intérieurement, sans que rien, extérieurement, ne change vraiment. Sur le moment, tu n'y vois rien de particulier. Tu continues ta vie. Tu avances. Tu passes à autre chose. Parce que c'est ce que tout le monde fait. On avance pour ne pas rester bloqué. On oublie pour ne pas souffrir. On classe pour ne pas être perturbé. Mais ce que tu appelles oublier n'est en réalité qu'un déplacement. Ces expériences ne disparaissent pas. Elles changent simplement de place. Elles quittent la surface pour descendre plus profondément, dans une zone de toi que tu ne visites presque jamais. Un endroit silencieux. Un endroit où le temps ne fonctionne pas comme ailleurs. Là-bas, ces souvenirs ne vieillissent pas. Eux, ils restent intacts, comme s'ils attendaient. Pas ton attention immédiate, pas ta compréhension instantanée. Non, ils attendent le bon moment. Et ce moment n'est jamais choisi au hasard. Dans certaines compréhensions spirituelles profondes, on évoque l'idée que certains événements sont plantés dans une vie comme des graines invisibles. Pas pour produire un effet immédiat, mais pour germer bien plus tard, lorsque l'esprit est plus mûr, lorsque le cœur a été brisé, réparé, transformé, lorsque la personne n'est plus celle qu'elle était à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, on vit, mais on ne comprend pas encore vraiment ce que l'on vit. Et c'est exactement là que réside le mystère. Pourquoi certains événements marquent-ils autant, alors qu'ils semblent insignifiants? Pourquoi certains souvenirs refusent-ils de disparaître complètement, même après des années? Pourquoi certaines sensations restent gravées, comme une empreinte invisible dans l'âme? Dans cette perspective, le Mahdi lui-même n'échappe pas à cette règle. Il n'est pas présenté comme quelqu'un qui aurait toujours su. Au contraire, il aurait vécu, lui aussi, un moment à 20 ans, un moment déroutant, un moment qui, sur l'instant, n'avait aucun sens. Peut-être même un moment qu'il aurait préféré oublier. Parce que tout ce qui est marquant n'est pas forcément agréable. Il ne s'agissait pas d'une révélation claire, pas d'une voix céleste, pas d'un événement spectaculaire, mais quelque chose de plus troublant encore. Un moment banal, chargé d'une intensité inexplicable. Un détail qui ne semblait pas à sa place. Une sensation qui ne correspondait pas à la situation. Une impression étrange,
comme si quelque chose se passait, sans être visible. Et c'est souvent comme ça que les choses les plus importantes commencent. Pas avec du bruit, pas avec de la lumière, mais avec un décalage. Un léger décalage entre ce que tu vis et ce que tu ressens profondément. Ce genre de moment te laisse avec des questions, mais des questions sans réponse. Alors tu fais ce que tout le monde fait. Tu passes à autre chose, tu avances, tu te dis que ce n'était rien, que c'était dans ta tête, que tu exagères. Et pourtant, une partie de toi sait que ce n'était pas rien. Une partie de toi refuse de classer ce moment comme un simple souvenir. Mais comme tu ne peux pas l'expliquer, tu le ranges. Pas dans l'oubli total, mais dans une sorte de veille. Comme un dossier que tu fermes, sans jamais le supprimer. Et les années passent, la vie continue, tu changes, tu évolues, tu deviens quelqu'un d'autre. Mais ce moment-là, lui, ne change pas. Il reste exactement comme il était, intact, silencieux, présent. Et parfois, sans prévenir, il refait surface. Pas entièrement, pas clairement, mais sous forme de sensation. Un détail qui te rappelle quelque chose, un lieu qui te donne une impression étrange, un visage qui te semble familier, sans raison. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ce souvenir n'est pas encore prêt à être compris. Il n'est pas encore temps. Dans cette logique, ce qui s'est passé à 20 ans pour le mardi n'était pas une fin. C'était un début caché, un point de départ invisible, une étape nécessaire, mais incompréhensible sur le moment. Comme si la vie elle-même avait placé un marqueur, un repère dans le temps. Quelque chose qui dirait plus tard « Regarde ici, tout a commencé là ». Mais pour que ce regard soit possible, il fallait d'abord vivre, tomber, se relever, douter, chercher. Parce que sans ce chemin, le souvenir resterait un simple souvenir. Alors qu'avec ce chemin, il devient une clé. Et c'est là que la notion de passé change complètement. Le passé n'est plus quelque chose qui est derrière toi. Il devient quelque chose qui t'accompagne, quelque chose qui te construit en silence, quelque chose qui prépare, sans que tu le saches. Et si certaines choses de ton passé ne disparaissent jamais, ce n'est peut-être pas parce que tu n'arrives pas à les oublier, mais parce qu'elles ne sont pas faites pour être oubliées. Elles sont faites pour être comprises, mais pas tout de suite, pas quand tu le veux, pas quand tu le décides, quand tu es prêt. Et cette préparation, elle ne dépend pas seulement du temps, elle dépend de ce que tu deviens, de ce que tu traverses, de ce que tu apprends. Parce qu'il existe une différence immense entre vivre une expérience et être capable de la comprendre. Et entre les deux, il y a un chemin, un long chemin, un chemin que chacun traverse, sans toujours en être conscient. Et quelque part, au fond de ce chemin, il y a ce moment, celui que tu pensais avoir oublié, celui que tu n'as jamais vraiment compris, celui qui attend encore, pas pour te hanter, mais pour se révéler, au moment exact, où tout en toi sera prêt à voir ce que tu n'avais pas vu. La rencontre avec Alkidre. Puis vient le moment, pas celui que l'on attend, pas celui que l'on imagine. Un moment qui ne s'annonce pas. Il n'y a pas de signe dans le ciel, pas de voix qui prévient, pas d'événement spectaculaire qui attire l'attention des autres. Tout semble normal, trop normal. Et c'est justement cela qui rend ce moment différent. Parce que les instants qui changent une vie ressemblent souvent à des instants ordinaires. Le mardi marche, peut-être dans une rue calme, peut-être dans un lieu qu'il connaît déjà. Rien ne laisse penser que quelque chose d'important va se produire. Et pourtant, quelque chose dans l'air est différent. Une sensation presque imperceptible. Comme si le temps ralentissait légèrement. Comme si le monde retenait son souffle, sans raison apparente. C'est là que la rencontre a lieu. Pas dans un lieu sacré. Pas dans une situation exceptionnelle. Mais dans la simplicité la plus totale. Un homme est là. Il ne se distingue pas par ses vêtements, ni par son apparence. Et pourtant, il est impossible de ne pas le remarquer. Il y a chez lui une présence inhabituelle. Un calme qui ne ressemble pas au calme des autres. Un calme dense, habité, presque déroutant. Son regard n'est pas celui de quelqu'un qui observe. C'est un regard qui voit. Un regard qui traverse.
comme s'il percevait quelque chose que les autres ne peuvent pas percevoir. Le Mahdi s'arrête, pas forcément volontairement, mais parce que quelque chose en lui reconnaît. Sans comprendre, il n'y a pas de présentation, pas de salutation formelle, pas de contexte, juste une présence face à une autre. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Une tension douce, une attente invisible. Puis l'homme parle. Sa voix n'est ni forte, ni faible, mais elle porte. Chaque mot semble avoir du poids. Pas un poids qui écrase, mais un poids qui ancre. Il ne pose pas de questions classiques. Il ne demande pas « Qui es-tu » Il ne dit pas « Je sais qui tu es ». Non, il va directement à l'essentiel, comme s'il n'y avait pas de temps à perdre, comme si tout ce qui devait être dit tenait en une seule phrase. Et cette phrase tombe, sans préparation, sans introduction. Souviens-toi de ce qui t'est arrivé quand tu avais 20 ans. Silence. Un silence plus lourd que les mots, parce que cette phrase ne touche pas l'intellect. Elle touche quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne s'explique pas. Le Mahdi ne répond pas immédiatement, parce qu'il ne peut pas. Ce n'est pas une question banale, ce n'est pas une invitation à raconter un souvenir, c'est un déclencheur, une clé, mais une clé qui ouvre de l'intérieur. Pourquoi 20 ans? Pourquoi ce moment précis? Parmi tous les souvenirs possibles, pourquoi celui-là? Et surtout, comment cet homme peut-il savoir? Ce n'est pas seulement la question du quoi, c'est la question du comment. Comment peut-il accéder à un souvenir aussi intime? Comment peut-il pointer exactement cet instant? Oublié du monde, mais pas totalement effacé de l'âme. C'est là que le trouble commence. Pas un trouble de peur, mais un trouble de reconnaissance. Comme si une partie du Mahdi savait déjà que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Et pourtant, rien dans son apparence ne le prouve. C'est une connaissance silencieuse, une certitude sans preuve. L'homme ne dit rien de plus. Il ne développe pas. Il ne donne pas d'explication. Il ne raconte pas l'événement. Il ne révèle pas la suite. Il laisse un vide. Mais ce vide n'est pas un manque. C'est un espace. Un espace que le Mahdi doit remplir lui-même. Parce que ce souvenir ne peut pas être imposé. Il doit être retrouvé, revivre, remonter, comme quelque chose qui sort des profondeurs. Et c'est là toute la subtilité de cette rencontre. Al-Khidr ne transmet pas une information. Il active une mémoire. Il ne donne pas une réponse. Il ouvre une porte. Mais franchir cette porte, ce n'est pas son rôle. C'est celui du Mahdi. Et cette méthode est troublante, parce qu'elle ne repose pas sur l'autorité. Elle ne dit pas « crois-moi ». Elle dit « regarde en toi ». Elle ne impose rien. Elle révèle ce qui est déjà là. C'est une forme de guidage qui ne ressemble à aucune autre. Un guidage qui ne dirige pas, mais qui réveille. Et dans ce réveil, il y a une responsabilité. Parce qu'une fois que le souvenir commence à remonter, il est impossible de revenir en arrière. Impossible de faire comme si de rien n'était. Impossible de dire « ce n'est rien ». Parce que ce qui remonte ne ressemble pas à un simple souvenir. Cela ressemble à une pièce manquante. Une pièce qui, une fois replacée, change la forme de tout le puzzle. Le Mahdi commence à ressentir, pas encore à comprendre, mais à ressentir des images floues, des sensations anciennes, des émotions qu'il pensait dissiper. Tout cela remonte, lentement, comme si quelque chose en lui s'ouvrait. Et Al-Khidr observe, sans intervenir, sans guider davantage, parce que trop en dire briserait le processus, parce que la vérité, lorsqu'elle est imposée, n'a pas la même force que lorsqu'elle est découverte. Et ce moment devient unique, pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est irréversible. Il y a un avant, et il y aura un après, mais cet après n'est pas encore visible. Tout se joue ici, dans cet instant suspendu, dans cet échange minimal, mais chargé d'une profondeur immense.
Et ce qui rend cette scène encore plus troublante, c'est sa simplicité. Pas de miracle visible, pas de foule, pas de preuve extérieure, rien que deux présences, et une phrase, une seule. Mais cette phrase agit comme un point de bascule, parce qu'elle ne parle pas du futur, elle parle du passé. Et pourtant, c'est le futur qui est en jeu. C'est là toute la contradiction apparente. Regarder en arrière, pour comprendre ce qui est devant. Se souvenir, pour devenir. Et dans cette logique, le passé cesse d'être quelque chose de terminé. Il devient actif, vivant, prêt à être relu. Pas avec les yeux d'avant, mais avec ceux d'aujourd'hui. Al-Khidr ne révèle pas l'identité du Mahdi. Il ne dit pas « tu es celui-ci », parce que cette reconnaissance ne peut pas venir de l'extérieur. Elle doit naître de l'intérieur. Et pour cela, il faut revenir à ce point précis, à cet âge précis, à ce moment précis, là où tout a commencé, sans que cela ne soit compris. Et maintenant, tout dépend de ce qui va remonter. Pas de ce qui va être dit, mais de ce qui va être vu, à l'intérieur. Le signe caché dans l'épreuve. Ce qui s'est passé à 20 ans n'avait probablement rien d'héroïque, rien de brillant, rien que l'on raconte fièrement, rien qui donne l'impression d'un destin exceptionnel. Au contraire, si on regarde avec des yeux ordinaires, cela pourrait ressembler à une période confuse, un passage difficile, une étape floue, un moment où tout semble se mélanger sans logique apparente. Peut-être une erreur, peut-être une perte, peut-être même une chute. Quelque chose que l'on préfère oublier plutôt que comprendre. Parce que l'être humain a une tendance naturelle. Il valorise les moments de réussite et cache les moments de faiblesse. Il expose la lumière et enfouit l'ombre. Mais dans une lecture plus profonde des événements, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Ce qui semble être une faiblesse peut être une construction invisible. Ce qui ressemble à une chute peut être une préparation. Et ce qui paraît inutile sur le moment peut devenir essentiel plus tard. C'est ici que le regard change complètement. Dans cette perspective, l'épreuve n'est plus un accident. Elle devient un langage silencieux que la vie utilise pour façonner quelqu'un. Et souvent, ce langage ne se comprend qu'après coup, jamais pendant. À 20 ans, le Mahdi aurait pu vivre exactement ce type de moment. Une situation intérieure complexe, un événement difficile à interpréter, un instant où les repères habituels ne suffisent plus. Rien de spectaculaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, un bouleversement profond. Parce que les véritables épreuves ne font pas toujours de bruit. Certaines arrivent discrètement. Elles ne cassent rien autour de toi, mais elles déplacent tout en toi. Elles modifient ta perception. Elles changent ta manière de ressentir. Elles redessinent ton rapport au monde. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu cherches des explications. Tu cherches des causes. Tu cherches des responsables. Ou parfois, tu ne cherches rien du tout. Tu subis simplement. Et tu continues à avancer, parce que c'est tout ce qu'il est possible de faire. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que quelque chose est en train de se construire. Dans le silence, dans l'invisible, dans une zone de toi que tu ne contrôles pas. La patience commence à naître dans la douleur. L'humilité commence à émerger dans la perte. La lucidité commence à apparaître dans la confusion. Ce ne sont pas des leçons théoriques, ce sont des transformations profondes. Et elles ne demandent pas la permission, elles se produisent, même sans compréhension, même sans acceptation. C'est pour cela que certaines épreuves marquent plus que d'autres, parce qu'elles ne font pas seulement mal, elles transforment, sans prévenir, sans explication immédiate, sans logique évidente. Et c'est précisément ce type d'expérience qui aurait pu marquer ce moment à 20 ans. Un moment que l'on ne comprend pas encore, mais qui change la structure intérieure d'une personne. Et avec le temps, ce changement devient visible, non pas dans les souvenirs eux-mêmes, mais dans la manière d'être, dans la manière de réagir, dans la manière de supporter, dans la manière de comprendre les autres. Quelque chose a été construit dans l'ombre, sans que la personne en ait conscience. Et c'est là que le mot « signe » prend une signification différente. Ce n'est pas un signe visible. Ce n'est pas un événement spectaculaire.
C'est une empreinte, une trace intérieure laissée par une expérience réelle. Et cette empreinte ne disparaît pas. Elle évolue, elle s'approfondit, elle devient une partie de la structure de la personne. Dans cette lecture spirituelle, l'épreuve n'est donc pas une punition. Elle est une formation, une sorte de modelage intérieur, douloureux parfois, déstabilisant souvent, mais profondément structurant. C'est dans ce cadre que l'intervention d'Al-Khidr prend tout son sens. Il ne parle pas d'un moment glorieux. Il ne rappelle pas une victoire. Il ne met pas en avant un succès. Il choisit précisément le contraire. Un moment brut. Un moment peut-être difficile à accepter. Parce que la vérité ne se cache pas dans les images embellies. Elle se cache dans ce qui a réellement touché l'être. Dans ce qui a laissé une marque. Dans ce qui a été vécu sans filtre. Al-Khidr ne cherche pas à flatter la mémoire. Il cherche à réveiller ce qui a été enfoui. Et cela change complètement la manière de comprendre le passé. Le passé n'est plus une suite de souvenirs organisés. Il devient un champ d'expériences brutes. Certaines claires, d'autres confuses, certaines comprises, d'autres encore enfouies. Mais toutes ont un point commun. Elles ont existé. Et ce qui a existé en profondeur ne disparaît jamais vraiment. Même si l'esprit essaie de le ranger, même si le temps tente de l'atténuer, même si la vie continue. Parce que certaines expériences ne sont pas faites pour être effacées, elles sont faites pour être intégrées. Et c'est là que la notion de fissure prend tout son sens. Une fissure n'est pas une destruction complète, c'est une ouverture. Quelque chose qui semble être une fragilité, mais qui devient un passage. Un passage pour la compréhension, un passage pour la maturité, un passage pour une vision plus profonde de soi-même. Et parfois, ce que l'on appelle faiblesse est en réalité l'endroit par lequel la transformation entre. Sans cette fissure, rien ne peut pénétrer. Sans cette ouverture, rien ne peut évoluer. Et dans cette logique, l'épreuve devient indispensable. Non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est formatrice. Et ce que le Mahdi aurait vécu à cet âge-là ne peut pas être réduit à un simple souvenir. C'est une structure intérieure, une base invisible, quelque chose qui continue à agir même des années après. Et c'est précisément cela que la phrase d'Al-Khidr vient réveiller. Pas un événement, mais une trace. Pas un récit, mais une transformation. Et dans ce rappel, ce n'est pas seulement le passé qui est concerné, c'est la compréhension entière de la vie qui commence à changer. La reconnaissance intérieure. Lorsque ce souvenir commence à remonter, rien ne change autour. Le monde reste exactement le même. Les sons, les lieux, les visages éventuels, tout continue comme avant. Mais à l'intérieur, quelque chose se déplace. Subtilement, silencieusement, mais irréversiblement. C'est comme si une partie enfouie de l'être humain venait de recevoir un signal qu'elle attendait depuis longtemps. Un signal sans mots, sans image précise, sans explication complète. Juste une sensation, une impression de déjà vécu qui devient soudain plus forte que la confusion elle-même. Et dans cet espace intérieur, le Mahdi ne reçoit pas une vérité toute faite. Il entre dans un processus de reconnexion, parce que ce qui remonte ne vient pas comme une information nouvelle. Cela vient comme quelque chose de déjà présent, mais oublié dans la profondeur de la mémoire. Et c'est là que tout change, pas dans les événements, mais dans la perception des événements, ce qu'il a vécu à 20 ans, ce qu'il a ressenti à différentes étapes de sa vie, les choix qu'il a faits sans toujours comprendre pourquoi. Tout commence à s'aligner d'une manière différente, comme des fragments dispersés sur un sol sombre qui, soudain, commencent à révéler une forme, pas encore complète, mais suffisamment claire pour ne plus être ignorée. Et dans ce moment précis, une compréhension particulière naît. Pas une compréhension intellectuelle, mais une reconnaissance intérieure. Ce type de compréhension ne vient pas avec des preuves. Elle ne s'impose pas par la logique. Elle ne demande pas de validation extérieure. Elle s'impose autrement, par une sensation de cohérence profonde, comme si quelque chose à l'intérieur disait silencieusement « c'est lié ». Ce n'était pas séparé, ce n'était pas aléatoire,
Et cette sensation est plus puissante que n'importe quelle explication, parce qu'elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle naît directement de l'intérieur. C'est dans cet état que le Mahdi commence à percevoir sa propre vie autrement. Ce qui semblait être une succession d'événements isolés devient une continuité. Ce qui ressemblait à des détours devient un chemin. Ce qui paraissait confus commence à prendre une forme. Mais cette forme n'est pas encore complète. Elle est en train d'apparaître, progressivement, comme une image qui émerge lentement dans une eau trouble. Et dans cette émergence, il n'y a pas de précipitation, parce que la reconnaissance intérieure ne fonctionne pas comme une révélation brutale. Elle fonctionne comme une maturation, un ajustement progressif de la perception. Le Mahdi ne se dit pas immédiatement « je comprends tout ». Non, il ressent quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse les mots. Une certitude calme, une stabilité intérieure nouvelle. Comme si, pour la première fois, certaines parties de son histoire cessaient d'être des questions ouvertes. Elles deviennent des points connectés. Et même si tout n'est pas encore clair, le doute commence à perdre de sa force. Parce que le doute existe surtout dans la séparation des événements. Quand tout est isolé, tout semble incohérent. Mais dès que les éléments commencent à se relier, une logique intérieure apparaît. Pas une logique mathématique, mais une logique de sens. Et c'est cela qui change tout. Dans cette étape, Al-Khidr ne donne plus de nouvelles informations. Il n'ajoute rien. Il ne développe rien. Il ne corrige rien. Il agit différemment. Il réveille. Et ce réveil n'est pas extérieur, il est intérieur. Parce que ce qui doit être compris n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était déjà là, mais recouvert par le temps, par les expériences, par les interprétations, par les oublis nécessaires de la vie. Et maintenant, tout cela commence à se retirer doucement, comme des couches successives qui s'effacent une à une, jusqu'à laisser apparaître quelque chose de plus essentiel, quelque chose de plus profond que les événements eux-mêmes, une structure intérieure, une direction invisible, une cohérence globale. Et dans cette cohérence, une forme de reconnaissance naît. Mais elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers soi-même. C'est une reconnaissance intérieure, un moment où l'être humain cesse de voir sa vie comme une série de coïncidences et commence à la percevoir comme un ensemble relié, même sans tout comprendre, même sans tout expliquer, parce que la compréhension totale n'est pas nécessaire à la reconnaissance. Il suffit parfois d'un sentiment de justesse, d'un alignement, d'une sensation profonde que les choses ont toujours été liées, même lorsqu'elles semblaient séparées. Et dans cet état, le Mahdi n'est pas encore dans une certitude absolue sur tout. Mais il n'est plus dans l'ignorance totale, il est entre deux états. Un état de transition. Un état où quelque chose devient visible sans être encore totalement formé. Et c'est précisément dans cet entre-deux que la transformation réelle se produit. Parce que ce n'est pas la réponse finale qui change une personne. C'est le moment où elle commence à reconnaître que sa vie a un sens plus large que ce qu'elle croyait. Et cette reconnaissance ne vient pas de l'extérieur. Elle ne peut pas être imposée. Elle ne peut pas être transmise comme une simple information. Elle doit être vécue, ressentie, intégrée. Et c'est là que le rôle d'Al-Khidr devient encore plus subtil. Il n'est pas celui qui révèle tout. Il est celui qui permet de voir. Mais voir, ici, ne signifie pas regarder avec les yeux. Cela signifie percevoir avec l'intérieur. Et dans cette perception, tout commence à se réorganiser. Sans bruit, sans effort visible, mais avec une profondeur irréversible. Parce qu'une fois que l'être humain commence à reconnaître le fil invisible de sa propre vie, il ne peut plus revenir à une vision fragmentée. Même s'il essaie, même s'il doute encore, quelque chose en lui a déjà changé. Et ce changement n'est pas dans ce qu'il sait, mais dans la manière dont il se perçoit dans son propre chemin. Et cette perception nouvelle est le véritable début de quelque chose de plus grand. Si ce message te concernait aussi. Et maintenant, il reste une dernière étape. Mais cette étape n'est pas une explication de plus. Ce n'est pas une révélation supplémentaire. Ce n'est pas une conclusion logique. C'est une question directe, presque inconfortable, parce qu'elle ne parle plus d'un récit ancien,
Elle ne parle plus d'un personnage particulier. Elle ne parle plus d'une histoire éloignée. Elle parle de toi. Oui, de toi. Et c'est là que tout change de nature. Parce que tant que l'histoire reste extérieure, elle reste confortable. On écoute, on analyse, on imagine. Mais dès qu'elle devient personnelle, elle commence à toucher quelque chose de plus profond. Alors pose-toi cette question sans précipitation. Que t'est-il arrivé à 20 ans? Pas ce que tu racontes facilement aux autres, pas ce que tu présentes comme une simple étape de vie, mais ce moment-là, ce moment étrange peut-être, ce moment déroutant, ce moment que tu n'as jamais vraiment su expliquer. Peut-être que ce n'était pas spectaculaire, peut-être même que personne d'autre ne l'a remarqué. Mais toi, tu t'en souviens. Pas forcément avec des détails précis, mais avec une sensation, une trace, une impression persistante. Et cette impression, elle ne t'a jamais complètement quitté. Tu peux avoir avancé, tu peux avoir changé, tu peux avoir construit une nouvelle vie autour. Mais quelque chose, parfois, revient. Pas sous forme claire, mais sous forme de pensées furtives, de souvenirs flous, de questions sans réponse. Et c'est précisément là que la réflexion devient importante, parce qu'il est facile de croire que tout est aléatoire, que les rencontres sont des coïncidences, que les épreuves sont simplement des accidents de parcours, que les détours ne sont que des erreurs. Mais il existe une autre manière de regarder, une manière plus profonde, plus silencieuse et surtout plus dérangeante. Et si ce que tu as vécu n'était pas simplement du hasard? Et si certains événements n'étaient pas là pour être compris immédiatement, mais pour être intégrés plus tard, avec du recul, avec de la maturité, avec une autre version de toi-même, parce que tu n'es plus la même personne qu'à 20 ans. Et c'est justement pour cela que certains souvenirs peuvent revenir, pas pour te troubler, mais pour te montrer quelque chose que tu n'étais pas prêt à voir à l'époque. Dans cette perspective, la vie ne devient pas une simple succession d'événements. Elle devient un processus, un chemin de transformation, parfois doux, parfois rude, parfois incompréhensible sur le moment, mais jamais totalement vide de sens. Et si l'on reprend ce qui a été évoqué auparavant, le rôle d'Al-Khidr dans cette vision n'est pas de tout expliquer, mais de déclencher une mémoire intérieure, une mémoire qui ne dépend pas uniquement du cerveau, mais de l'expérience vécue dans sa globalité. Et cela change la manière de voir ton propre passé. Parce que ce que tu appelles souvenir n'est peut-être pas seulement une image mentale. Cela peut être une clé que tu n'avais pas encore utilisée, une clé que tu avais rangée sans savoir à quoi elle servait. Et parfois, la vie remet cette clé entre tes mains, pas pour te perdre dans le passé, mais pour t'aider à comprendre ce que tu es devenu. Et dans cette logique, certaines expériences prennent un sens nouveau. Une rencontre que tu pensais anodine, une période difficile que tu as essayé d'oublier, un choix que tu regrettes ou que tu ne comprends toujours pas. Tout cela peut, sous un autre angle, apparaître différemment. Non pas comme des erreurs isolées, mais comme des étapes dans une construction invisible. Et c'est là que la question devient essentielle, parce qu'elle ne cherche pas une réponse immédiate, elle cherche une ouverture dans ta manière de percevoir ton propre parcours. Et peut-être que la véritable transformation ne vient pas du fait de trouver une explication parfaite, mais du simple fait d'accepter que tout n'était pas vide de sens, même si tu ne peux pas tout comprendre aujourd'hui, même si certains morceaux restent flous, même si certaines questions ne trouvent pas encore de réponse. Il reste quelque chose, une cohérence possible, une direction globale, un fil invisible qui relie ce que tu as vécu à ce que tu es devenu. Et dans cette perspective, le passé cesse d'être un simple souvenir figé. Il devient un espace vivant, un espace qui peut encore parler, mais seulement lorsque tu es prêt à l'écouter autrement. Pas avec les mêmes yeux qu'avant, mais avec une conscience différente, plus calme, plus mature, plus ouverte. Et c'est peut-être là le véritable sens de tout ce parcours. Non pas te donner une vérité définitive, mais te faire sentir que ta propre histoire n'est pas forcément aussi fragmentée qu'elle en a l'air. Et parfois, ce qui semblait être une simple étape dans ta vie était en réalité un tournant invisible, un moment discret, mais décisif,
qui continue encore aujourd'hui à influencer ce que tu es en train de devenir. Le passé n'est jamais totalement derrière nous. Il attend, il observe. Et au moment précis, il revient avec un sens nouveau. Le rappel d'Al-Khidr n'est pas une révélation extérieure, c'est un miroir qui oblige à voir ce qui a toujours été là. Alors la prochaine fois qu'un souvenir oublié refait surface, ne le rejette pas. Peut-être qu'il contient une vérité que tu n'étais pas prêt à entendre, jusqu'à aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi dès maintenant à Témoin d'Allah et rejoins ceux qui cherchent à comprendre les signes, au-delà des apparences. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période de questionnement, car parfois, une simple phrase peut réveiller toute une destinée.